Bonsoir et bienvenue dans la famille en question. Élève étourdi, trop de lacunes, doit faire des efforts. La liste des annotations que l'on peut trouver dans un bulletin scolaire est parfois longue. Quand un enfant a du mal à l'école, les parents s'inquiètent et recourent parfois à un arsenal de cours particuliers et stages intensifs. De leur côté, les profs n'ont pas toujours les solutions. Alors comment aider son enfant sans en faire trop? Quelles sont les méthodes qui marchent? Pour répondre à ces questions, je reçois Véronique Lieubret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman d'Antoine qui a aujourd'hui 12 ans et il a eu un petit passage difficile à l'école. Aujourd'hui, ça va mieux grâce à notre deuxième invitée, Sophie Divry. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes médiateur pédagogique. On verra de quoi il s'agit dans le reportage qui va suivre. Et puis enfin, nous retrouvons l'un de nos intervenants réguliers dans la famille en question, Stan Rougier. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Accroche ta vie à une étoile chez Albin Michel. Et vous portez un regard plein d'espérance sur les jeunes. Vous nous apporterez votre regard à la fin de cette émission. Et avant d'aborder ce thème avec vous trois autour de ce plateau, je vous propose de regarder ce reportage tourné chez vous, Sophie Divry, dans votre cabinet. Pour aider des élèves en difficulté, vous travaillez alors non seulement avec l'élève, mais aussi avec ses parents, les enseignants et une psychologue. C'est ce qui fait l'originalité de votre méthode. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Frédéric Jakovlev. Sophie exerce un métier un peu atypique. Elle est médiateur pédagogique. Alors ça s'est passé comment ? Eh bien, très bien. Chaque soir, elle retrouve sa collègue Marie-Bernadette, psychologue orientatrice. Tout à fait partante. Alors, d'ailleurs, ses parents, donc je t'ai expliqué qu'elle avait des problèmes de mémoire de travail. Ensemble, elles ont monté un cabinet de psychothérapie destiné à l'enfant et à l'adolescent. Si tu veux, c'est une jeune fille qui a dit à ses parents avec moi qu'elle trouvait qu'ils n'avaient pas assez confiance en elle. L'objectif, encourager l'enfant à retrouver confiance en lui. Ils pensaient qu'elle était au maximum de ses possibilités. Ah oui, d'accord. Et donc, des parents pas assez exigeants. Pas assez exigeants, ce qui est assez rare. Côté psychologue, rien de nouveau. On traite ici les troubles du comportement, les conduites agressives, les difficultés à se concentrer. Et donc, elle m'a dit, moi, j'ai beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même, et je pense que je peux faire une grande école, mais j'ai l'impression que si on lui rétablit sa confiance, une gamine comme ça, elle est prête à exploser, toi. Mais l'originalité du cabinet, c'est Sophie. Oui, t'es prêt, Quentin ? Allez. Chaque soir, elle se transforme en professeure de mathématiques. Le contrôle de... Ce soir-là, face à Sophie, Quentin, 14 ans, en classe de 3e, et une année qui s'annonce difficile. Bon. Sophie est à mi-chemin entre l'enseignante et la psychologue. Non. Tu pensais que tu aurais combien, toi ? 6. Ah bon, d'accord, tu le donnes ici. Donc tu savais que tu l'avais raté ? Durant une heure, elle va écouter, analyser les erreurs, tenter de comprendre les blocages de Tu peux me Quentin. dire là ce que tu as raté, en fait ? J'ai raté... Car Sophie en est persuadée, une bonne part des traumatismes de l'enfant sont liés à ses échecs à l'école. Les 2 exercices, là, je ne les ai pas faits. Ah oui, d'accord. Tu les as pas fait ? Il suffit parfois d'un petit succès en mathématiques, par exemple, pour redonner confiance à l'enfant et dénouer une situation qui semblait bloquée. D'accord, ok. Sur AV... C'est pas moi qui trouve et les problèmes et les solutions, c'est l'élève. J'essaie de le mettre vraiment en introspection pour que lui-même se dise « Ah oui, je fonctionne comme ça. Ah oui, peut-être qu'en faisant comme ça marcherait mieux, etc. » Et du coup, les parents sentent que l'enfant repart sur un mouvement, une dynamique intérieure, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait maîtriser plus ou moins quand même, son cerveau, et donc redevenir acteur. Voilà, je crois que mon rôle consiste à lui redonner sa confiance dans sa capacité à être acteur dans son apprentissage, l'acteur principal. Alors, on a le triangle AVI. Avant d'exercer ce métier, Sophie a fait 5 ans d'analyse. Aujourd'hui, elle suit une formation de psychologue. R sur AI. Mais pour elle, l'essentiel est ailleurs, dans le regard qu'elle porte sur ses enfants. Un regard de confiance qu'elle puise dans l'Évangile. Ça fait 3. Ah oui, j'ai pas mis AI. Eh ben oui. Ouais. Je crois déjà que ce regard de confiance qu'on porte sur quelqu'un, pour moi, c'est quand même le regard du Christ qui porte sur chacun. Je pense au jeune homme riche, mais on le retrouve souvent, il pose son regard sur lui et il l'aima. À partir du moment où ce regard, je le pose vraiment, je pense qu'il ressent cette authenticité. Le Christ ne dit rien d'autre que aimez-vous
comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et puis, aimez-vous vous-même aussi. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Sur le bureau de Sophie, une petite icône, presque cachée. Une évocation d'un sujet religieux. Sophie ne cherche pas pour autant à évangéliser les enfants. Ces messages sont d'abord là pour lui rappeler le sens de sa mission. Tu les appelles comme tu veux. Je les tourne vers moi parce que c'est mon petit rappel à moi. Attention, tu n'es pas là pour sauver ces enfants, tu n'es pas là pour être dans la toute-puissance. Tu es là dans une position d'humilité et d'accompagnement et d'écoute. Donc ce sont des rappels pour moi justement pour me taire et pour être à l'écoute. Au mur, là encore, de petits signes anodins, mais qui en disent long. La vérité vous rendra libre, lève-toi et va. Sorte de métaphore de ce qui peut se produire ici. L'apprentissage de l'autonomie, de la confiance. Car pour Sophie, tout est déjà dit dans la Bible. Allez, je les mate. on va en faire une indigestion. Et la confiance, sa confiance, c'est dans la Bible qu'elle la puise. Alors on l'entendait dans ce reportage, vous vous situez à mi-chemin entre la psychologue et l'enseignante. Dans le fond, comment est-ce que vous définiriez votre métier de médiateur pédagogique ? En fait, ce titre vient d'un courant de la pédagogie qui montre bien que en fait, c'est l'enfant qui construit son savoir et donc moi je ne suis là que pour permettre en fait, ce passage, cette connaissance de l'enfant qu'il doit avoir de lui-même, son accès au savoir, à la connaissance en général. Et puis je fais de la médiation aussi avec les parents, entre les parents et les enfants, entre les parents et les enseignants, entre l'enfant et les enseignants quelquefois. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir ce lien justement triangulaire avec les profs, les enseignants et puis l'élève et pas simplement d'avoir un cours, mettons, de soutien où vous voyez faire des maths avec ce jeune garçon. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette relation-là aussi, parent-enfant, prof-enfant ? Je crois que ce qui est important, c'est que chacun joue son rôle. On a chacun une place. Et je crois que ma place à moi, c'est de m'effacer quand chacun a pu reprendre sa juste place. L'enfant donc a sa place et sa réponse à donner dans son apprentissage. Les parents ne peuvent pas être des enseignants, ils ne sont que des parents. Les enseignants ne peuvent pas être des parents, ils ne sont que des enseignants et chacun a un rôle et une mission. Et très souvent, eh bien, chacun va empiéter un peu sur le terrain de l'autre pour essayer de sauver l'enfant. Et je crois que dans ces cas-là, ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors, quelle est la part à jouer selon vous des parents et quand vous travaillez avec eux, quand vous les rencontrez quel type d'échange avez-vous? Quel type de conseils leur donnez-vous? J'ai envie de dire, le premier conseil, c'est vraiment qu'ils aient confiance dans leur enfant. Ce qui manque parfois? Ce qui manque à l'adolescence, oui. Oui, parce que l'ado a parfois des comportements, des conduites qui peuvent laisser penser qu'il n'est pas justement autonome. Or, l'autonomie, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, tout cuit dans le bec, du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui se construit. Voilà. Et donc, il faut l'aider à construire, il a droit à l'erreur aussi. Et il faut garder ce regard de confiance au-delà de ce qu'un ado peut montrer. Et je parle bien de confiance et pas de naïveté. Pourquoi les parents viennent vous voir? Est-ce que c'est après avoir éclusé d'autres options, les cours, les stages et diverses possibilités offertes? Il y en a beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent vers vous? Mais souvent parce que les cours particuliers n'ont pas marché. Parce que toute solution venant de l'extérieur, finalement, l'enfant parfois la refuse et que la solution, elle vient de l'enfant. Enfin, moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que l'enfant a lui-même la solution de son problème. Donc, aider à discerner un peu quel est ce problème et puis l'aider lui-même à trouver sa solution. Il n'y a pas une solution, je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est à lui de la trouver. Voilà. Comment est-ce que vous l'aidez dans cette démarche-là? Alors j'ai des outils bien sûr comme la gestion mentale, déjà bien se connaître. Qu'est-ce que c'est? Alors la gestion mentale, c'est connaître un peu son fonctionnement cognitif. Donc pour faire un peu une caricature, c'est savoir si on est plutôt visuel, plutôt auditif, si on est plutôt synthétique, plutôt analytique, plutôt dans l'espace, plutôt dans le temps. Enfin il y a tout un jargon. Et donc savoir en fait comment on fonctionne de façon spontanée dans les autres apprentissages de la vie. Et partant de là, eh bien, une fois qu'on se connaît, on peut transférer ces stratégies dans les domaines scolaires. Voilà. Et l'enfant accepte ces conseils et puis aussi peut-être cette sphère un petit peu de relation, parce que les parents, vous les rencontrez, vous les voyez aussi avec leur enfant, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Comment réagit l'enfant face à ça? Je crois que ce qui plaît à l'enfant, c'est que d'abord on l'écoute lui.
et qu'on lui redonne la première place. Et ça, je crois qu'il en a besoin. Quelquefois, ça l'inquiète aussi, parce que ça lui redonne sa part de responsabilité. Mais je lui dis aussi que je vais lui en donner les moyens. Et donc, assez vite, il s'aperçoit qu'effectivement, il a en lui cette capacité de s'en sortir tout seul. Et comment motiver un enfant? C'est une vaste question. Je crois que là, ça touche à la question du sens de la vie. Et je crois qu'au moment de l'adolescence, parce que j'ai surtout des adolescents, c'est vrai que l'enfant réinterroge un petit peu tous les modèles qu'il a. Et donc, il va remettre sur la table et sembler rejeter les modèles parentaux. En fait, il réinterroge tous ces modèles et il va choisir ce qu'il a envie de vivre, lui. Et c'est dans ce moment-là que, justement, les parents ont besoin de garder confiance. L'enfant va construire lui-même son motif et les moyens de parvenir à ce qu'il a envie de vivre. Alors, et quels résultats vous observez après une certaine durée, j'imagine, parce que vous avez une série de rendez-vous? Qu'est-ce que vous observez? Alors, généralement, une mise en route. Une mise en route, une remise en route. Alors, ce n'est pas magique. Il y a des enfants avec lesquels ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, je crois qu'ils repartent tous avec cette idée qu'ils ont en eux la capacité de trouver leur solution. Ce ne sera peut-être pas la mienne, ce sera peut-être une autre solution. Mais c'est en tout cas une rencontre avec eux-mêmes, je pense. Et les parents, quand il y a des difficultés, des échecs, est-ce qu'ils doivent s'obstiner? Est-ce qu'ils doivent être derrière? Est-ce qu'il faut lâcher un peu du lest? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors, souvent, je leur dis de lâcher. Je leur dis de lâcher, mais ils ont peur parce que les enseignants disent le contraire. Les enseignants disent ne lâchez pas votre enfant. Et les parents, en fait, n'en peuvent plus. Et quand ils viennent, c'est souvent parce qu'ils n'en peuvent plus de porter. Et donc, je crois que si chacun joue son rôle, eh bien, il n'y a plus cette sensation de poids, en fait, de choses trop lourdes à porter. Et donc, avec l'intervention quand même du père, je pense que c'est important à l'adolescence, vers la 5e, la 4e, que le père aide l'enfant à se fixer des objectifs qui soient pertinents, réalisables, mais que ce soit l'enfant qui, en face, mette ses moyens à lui. Et il a le droit à l'erreur, il faut qu'il ait droit à l'erreur. Voilà. Je me tourne vers vous, Véronique Lebré. Alors, vous connaissez Sophie d'Ivry et vous avez fait appel à elle pour votre fils Antoine qui a eu un moment un petit peu mou au niveau scolaire. Il a aujourd'hui 12 ans, ça commence à aller mieux. Alors, comment est-ce que vous aviez entendu parler de Sophie et qu'est-ce qui vous a conduit à aller la voir? Écoutez, j'avais entendu parler de gestion mentale et je pensais que c'était une démarche qui correspondait... Enfin, j'avais l'impression que c'était une démarche qui pouvait aider Antoine dans ses soucis à ce moment-là. Il était très accompagné par ses parents, surtout par son papa. Un peu couvé? Non, pas couvé, mais vraiment accompagné dans tout ce qui était devoir, parce qu'on voyait bien qu'il avait des difficultés. Et ça devenait très, très conflictuel, en fait. Donc, personne n'était heureux dans cette situation-là. Et donc, on cherchait une aide. On a cherché une aide extérieure. Vous n'avez pas voulu passer par les cours particuliers? Non, parce que je ne pensais pas que c'était un problème de compréhension. Je pensais que c'était vraiment un problème... il y avait un blocage, et puis ce blocage, après, s'est transformé en une vraie relation conflictuelle, surtout avec son papa, qui était celui qui s'était aussi donné comme mission d'accompagner son fils dans le travail. Alors, face à cela, quelle remise en question est-ce que vous avez opérée? S'il y en a eu, ça vous a questionné sur votre mode éducatif par rapport à l'école? Beaucoup. J'allais dire, quand nous avons consulté Sophie d'Ivry, elle a effectivement parlé du lâcher. Et on s'est rendu compte que dans l'accompagnement, on se trompe parfois parce qu'on s'obstine. Je pense que le parent, en l'occurrence le papa, c'était sa mission. Et je pense que lâcher, pour lui, c'était probablement faire un constat d'échec et puis la peur de lâcher. C'est vrai qu'à l'école, on nous dit beaucoup, il faut accompagner l'enfant, il faut être avec lui. Il y a beaucoup de pression, c'est très compétitif aujourd'hui aussi. Voilà. Et puis, dans la gestion mentale, ce qu'Antoine a trouvé, c'est vraiment son propre fonctionnement. Et je pense que ça lui manquait beaucoup. Parce que dans l'enseignement, on donne des tas de matières à apprendre et assez peu de méthodologie, ou en tout cas, c'est, j'allais dire, implicite, et ça ne correspond pas forcément à tous les enfants.
Alors, Sophie parlait de la confiance et parfois du manque de confiance que les parents peuvent avoir vis-à-vis de leur enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes passé par cette phase-là ou cette question-là n'était pas un problème? Si, je pense que quand on rentre dans un conflit et qu'on s'énerve et qu'on dit mais bon, on finit par se fâcher, mais voilà, et donc on doute soi-même en tant que parent. Et forcément en face, je pense, l'enfant finit par douter de lui-même, de ses capacités, et même si on essaye de l'encourager, finalement, je pense que le manque de confiance réciproque se fait ressentir. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, qu'est-ce qui vous apparaît clairement en termes de blocage? Qu'est-ce qui s'est joué pour votre enfant? Est-ce que c'était simplement le fait que vous soyez très attentif? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont jouées au niveau de votre relation parent-enfant? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que la relation s'est apaisée beaucoup. La confiance s'est réinstallée. Alors, les deux sont... Mais les conflits, c'était quoi à la base? C'était laissez-moi tranquille, je fais mon travail comme je l'entends. Est-ce que c'était des choses plus diffuses? Oui, c'était plus diffus parce que ça n'était pas forcément exprimé par Antoine. Sinon, je pense qu'on l'aurait entendu et on aurait essayé de réajuster. Donc, il n'y avait pas vraiment de remise en question. Mais les conflits, ensuite, débordaient du cadre juste des devoirs, voilà, des moments scolaires. Donc, non, il est apaisé. Je pense que lui-même a compris comment il fonctionnait. Du coup, forcément, cette connaissance de lui-même et la méthodologie aussi pour le travail que lui a donné Sophie d'Ivry, tout ça a fait que lui-même a repris confiance. Comme il a repris confiance, il a mieux travaillé, ses notes se sont améliorées, les deux parents ont fait un petit peu marche arrière sur les exigences aussi très fortes qu'on avait sans doute vis-à-vis de lui. Et maintenant, je reprends ce que vous disiez, chacun a trouvé sa place. Et voilà. Et la dimension spirituelle qui est évoquée dans le reportage pour Sophie d'Ivry, même si c'est fait de façon très discrète, hein, vous n'êtes pas là pour évangéliser, ça vous l'avez remarqué, c'est une dimension qui vous a intéressé dans cette approche un petit peu globale pour l'enfant? Disons qu'on n'a Vous pas... ne l'avez pas su au début? Non, on n'a pas du tout parlé de ça dans l'approche avec Antoine. Maintenant... c'est quelque chose qui, moi, m'a mise en confiance, si vous voulez, de savoir qu'on a une foi commune. Et oui, je pense que ça m'accompagne aussi dans un chemin de confiance. Merci Véronique, et je me tourne à présent vers vous, Père, pour les dernières minutes de cette émission. Alors, vous avez été bien sûr éducateur auprès des jeunes, donc les difficultés, les échecs scolaires, vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qui a été dit ce soir? D'abord, ça m'a rappelé ma propre enfance, où j'avais un mal fou à travailler, je n'en avais aucune envie. Et j'avais une institutrice qui me faisait un livret scolaire avec étourdi, on ne tirera rien de cet enfant. Or, 50 ans plus tard, cette personne me voit parler à la télévision, m'écrit « Seriez-vous le petit Stani qui était mon élève ?» Je lui dis oui. Elle vient à 4 ou 5 retraites par an. Et un jour où elle m'écrivait, parce qu'elle m'écrivait toutes les semaines pratiquement, elle m'écrivait quelque chose de très pessimiste. J'ai dit « Mademoiselle, vous me copierez 50 fois. Dieu est amour, il m'aime, j'ai tout pour être heureuse. » Elle me l'a fait, avec des petits poissons et des petits oiseaux dans la marge. C'était merveilleux. Moi, ce que j'étais très touché, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Tout est dit dans cette histoire du regard de confiance dont vous avez parlé, Sophie. Jésus le regarda, il l'aima. Si on n'aime pas un enfant, on n'en tire rien. Et quand on l'aime, on déclenche en lui ce dont il est capable. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le scoutisme. Et mes parents étaient sidérés parce que j'avais des notes épouvantables. Mais quand j'allais au scout, on me faisait faire, à l'âge de 13 ans, le récit d'un camp où je faisais 3 dessins par page et un récit époustouflant de tout ce qu'on vivait. Et mes parents se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement,
il y avait un chef de patrouille qui avait 2 ans de plus que moi, qui disait « tu seras chroniqueur, tu feras le récit du camp ». C'était à ma taille, c'était à ma mesure. On me prenait là où j'étais. Le système éducatif où on vous flanque des coups de dictionnaire sur la tête en vous répétant « tu n'es qu'un crétin et tu feras jamais rien dans la vie », ça marche pas. Donc c'est cette histoire d'amour, c'est cette histoire de regard. Et je terminerai volontiers en disant la parole du Christ, soyez rahamim, soyez tendresse, soyez amour, comme votre Père. C'est quoi rahamim? Étymologiquement, c'est le sein maternel. Qu'est-ce que c'est que le sein maternel? C'est un lieu qui va être nourrissant pour un petit germe de vie, qui n'est rien et qui est fragile. Et sans ce ventre maternel, il n'y a pas de vie possible. Il faut être ça pour les petits êtres qui nous sont confiés. Moi, je crois qu'on recueille ce que l'on sème et ce que l'on aime. C'est dans la mesure où on aime que quelqu'un va s'épanouir. Vous pensez que les difficultés des enfants, finalement, viennent souvent des problèmes de communication avec les parents, ils viennent de tas de choses. Confiance, etc. Ils viennent de tas de choses. On est témoin, mettons, de la mésentente entre les parents. Panique à bord, ça peut être ça. On a commencé sa scolarité tard, un autre motif. Il peut y avoir 50 motifs d'un retard scolaire. L'important, c'est que quand il y a ce retard, on ne vous accable pas en vous traitant de paresseux, en moralisant cette histoire-là, en flanquant des gifles. Non. Il faut prendre l'enfant tel qu'il est. Moi, je me rappelle, le jour de ma communion solennelle, j'avais distribué les petites images à mes copains, pour être gentil. Mais j'ai reçu une dégelée, parce qu'il fallait en garder pour la famille. Je n'ai de souvenir de ce jour-là que ça. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Je ne me souviens que ça. Il n'y avait rien de communion et il n'y avait rien de solennel. Et encore moins de profession de foi. Il y avait une profession de dire mais je suis un pauvre type, je suis un crétin, je veux mourir. Vous voyez, on tue un enfant en lui disant tu vaux rien. Donc voilà, c'est simple comme chou, c'est l'évangile, c'est ce que vous avez dit, Sophie, qui est de la sagesse, puisque Sophie, c'est ça que ça veut dire. Alors vous disiez aussi comment motiver un enfant. Mais j'ai le truc, moi. Vous avez trouvé la réponse. Oui, comment faire boire un âne qui n'a pas soif? En mettant à côté de lui un âne qui boit et qui est content de boire. Et l'âne, en voyant l'autre âne qui boit et qui est content de boire, ça réveille son envie. Donc mettons à côté d'un enfant qui n'y arrive pas, un autre qui est heureux de réussir, et puis l'autre, il va y avoir une stimulation. Merci Père, on vous retrouve très vite sur la famille en question. Quelques livres sur ce sujet avant de nous quitter. Il a du mal à l'école de Brigitte Chevalier, qui est paru chez Albin Michel, un livre avec plein de petits conseils pratiques. Et puis, deuxième ouvrage, Vers l'autonomie, l'accompagnement dans les apprentissages, de Marie-Françoise Chenet, paru chez Hachette Éducation. Enfin, je vous signale que l'UNAPEL, l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, distribue gratuitement un guide pratique à l'usage des parents. Accompagner le travail de votre enfant. Vous pouvez le commander en envoyant un mail à l'adresse suivante, secrétariat@unapel.org. Quelques contacts également, celui de l'école des parents et des éducateurs, l'EPE, un numéro de téléphone pour les parents, le 01 44 93 44 97. Enfin, le site pédagogique de l'éducation nationale qui figure sur vos écrans, www.eduscol.education.fr. Et puis avant de terminer cette émission, un mot sur un appel à témoins pour un prochain thème d'émission. Comment vivre le carême en famille? Nous cherchons le témoignage d'une famille pour laquelle le carême a pu retrouver un sens. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la famille en question. Au revoir.